Bonjour, je suis Stéphanie Aubertin, psychologue spécialisée dans l'intelligence et les émotions. Je reçois principalement des personnes dites à haut potentiel intellectuel, mais pas que. Comme je n'envisage pas la clinique sans la recherche, je suis très pointilleuse sur tout ce qui s'échange autour des thématiques de l'intelligence et des émotions. Eh bien, cette chaîne est née de la volonté de donner des ressources fiables pour vous aider à mieux vous connaître et ainsi combattre la désinformation en matière de psychologie. Alors, cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, le temps m'a vraiment manqué ces derniers mois. Dans l'avant-dernière vidéo, j'ai parlé des principaux courants psychothérapeutiques afin que vous voyiez mieux à quel endroit du processus émotionnel elles intervenir. En ce sens, je vous avais exposé 3 grandes étapes de ce processus émotionnel. Pour rappel, la première étape concerne l'interprétation ou l'évaluation d'une situation qui crée l'émotion. Vous avez déjà dû remarquer qu'une situation donnée ne provoquait pas d'émotion ou alors la même émotion chez des personnes différentes. Ça signifie que la situation a un sens particulier pour une personne particulière. La deuxième étape du processus émotionnel concerne l'émotion elle-même, et notamment la rapidité avec laquelle elle monte, ainsi que son intensité. Et puis la troisième étape traite de la régulation de l'émotion. Alors généralement on la régule à la baisse, mais ça peut être aussi à la hausse. Et la dernière vidéo en date, ici, s'était focalisée sur la dernière étape, c'est-à-dire la régulation des émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième étape, c'est-à-dire de la réactivité émotionnelle, qui, elle, dépend du tempérament. Et puis dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'interprétation des événements, bien que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La réactivité émotionnelle dépend du tempérament. Mais alors, qu'est-ce que le tempérament ? Le tempérament est défini comme les différences individuelles constitutionnelles en matière de réactivité et d'autorégulation. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc ? Le terme constitutionnel renvoie aux bases biologiques du tempérament. Par réactivité, on entend la disposition aux réactions, c'est-à-dire la facilité avec laquelle notre activité motrice, nos émotions et notre attention sont déployées et suscitées. On peut la mesurer par la latence entre l'événement et le début de l'émotion. On peut aussi la mesurer par l'intensité de la réaction, par même son intensité max, mais aussi par la vitesse de récupération. Par exemple, à quelle vitesse on se met en colère, à quelle vitesse on a peur, à quelle vitesse on s'approche de quelque chose. Et quelle est l'intensité de notre réaction ? Et là, c'était le pic que je vous montrais sur ce schéma. Et puis ensuite, combien de temps nous faut-il pour nous calmer et nous remettre de nos émotions, comme on dit ? Est-ce qu'on retrouve l'état normal rapidement ou pas ? Et c'est ici, sur ce schéma, que ça se passe. Dernier mot important de la définition, c'est l'autorégulation. Oui, parce qu'on est tous différents dans notre réactivité, mais aussi dans notre capacité à nous réguler. L'autorégulation concerne tout ce qui régule notre réactivité. Ça inclut plusieurs tendances, comme la tendance à s'approcher d'un stimulus, la tendance à s'en éloigner, et puis ces deux tendances sont motrices, c'est-à-dire qu'elles nous font bouger concrètement. Mais il y a aussi des tendances à diriger notre attention vers un stimulus ou alors à l'emmener loin de lui. Et en général, les stimuli dont il est question ici et qui provoquent une réaction chez nous sont des stimuli nouveaux ou alors des stimuli difficiles qui interfèrent avec ce qu'on voudrait faire. Ce peut être un enfant qui a une tendance irrépressible à aller vers des choses nouvelles, à les tester. Ça peut être aussi un adulte qui est stimulé par la difficulté, qui considère la difficulté comme un challenge. Un autre enfant fera tout pour s'éloigner de l'objet nouveau qui lui fera peur. Prenons un exemple plus concret. Voici un bébé qui prend peur quand il voit son oncle ou un proche parent qui est extraverti. Vous savez, qui lui parle fort, qui lui pince les joues, comme souvent on nous a fait quand on était petit. Et cette stimulation est désagréable pour lui, et il commence à avoir peur de ce proche, de cet oncle, en essayant de lui échapper, ou alors en allant chercher du réconfort auprès des parents s'il peut se déplacer, ou alors en pleurant s'il est seul, ou alors s'il est trop petit pour se déplacer.
Alors, vous l'avez compris, la réactivité de ce bébé est la peur, et puis la manière d'y remédier, de contrôler sa peur et de s'éloigner des stimuli désagréables et nouveaux parce qu'ils sont ambigus. Et voici un autre bébé avec qui le même oncle, le même proche, prend plaisir et qui rit à gorge déployée. Ce bébé aura tendance à aller vers des stimuli excitants et nouveaux. Ici, vous avez vu que cette réactivité concernait l'émotion, et pour réguler son émotion, il y a cette manière de réagir. On parle alors de tendance à l'action, et je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Le système de régulation ne s'occupe pas d'une émotion particulière, mais sert une large gamme d'objectifs liés aux émotions. Il permet une réponse flexible au service de ce qui est important pour nous. Par exemple, imaginons que vous ressentez une forte colère envers quelqu'un. Si vous vous souvenez bien de cette vidéo, j'ai parlé des tendances à l'action qui sont associées aux émotions. Eh bien, avec la colère que vous ressentez, vous allez sûrement avoir une envie irrépressible d'en coller une à cette personne-là. Heureusement, vos capacités d'autorégulation vous permettront de vous retenir et de vous calmer en vous éloignant de la personne et puis en vous engageant dans une autre activité. Ainsi, vous aurez adopté une réponse flexible parce que frapper quelqu'un ne fait pas partie d'un comportement que vous défendez. Ça ne fait pas partie de vos valeurs. Maintenant que nous savons ce qu'est les tempéraments, voyons ces différents constituants. D'abord, il y a la urgency, qu'on pourrait traduire par l'urgence. Les personnes qui sont dans l'urgence présentent plusieurs particularités. Notamment, elles ont un niveau d'activité motrice élevé. Elles ont vraiment besoin de bouger, elles ont besoin d'être actives. Elles sont aussi facilement excitées en imaginant des situations plaisantes. Et puis, quand elles sont contentes, leur plaisir est vraiment très très fort. Elles sont vraiment contentes. L'objet du plaisir, par contre, devra être nouveau, incongru, complexe, ou alors avec une intensité élevée, parce qu'elles ne sont pas excitées par des stimuli de faible intensité. Ces personnes fortes dans l'urgence sont aussi souvent impulsives, c'est-à-dire qu'elles répondent très rapidement à ce qui se passe, que ce soit physiquement ou verbalement. C'est un peu du tac au tac. Elles ne sont pas du tout timides, elles ne veulent pas rester dans leur coin et observer les autres. Elles veulent vraiment être avec les autres, elles veulent participer, elles veulent être au milieu de la fête. Enfin, elles sourient et rient souvent. Pour les personnes qui connaissent le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, on reconnaît bien certains comportements typiques de ce trouble. Mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont ce tempérament ont un TDAH, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc en gros, chaque personne se trouve quelque part sur ce continuum-là. Un autre type de structure est l'affectivité négative. Contrairement au continuum de l'urgence, ici c'est un peu en termes de présence contre absence. Même s'il peut y avoir évidemment une question d'intensité dans les émotions, dans l'affectivité négative. Les personnes sensibles à l'affectivité négative peuvent ressentir différents types d'émotions. Notamment, elles peuvent fréquemment ressentir de la frustration lorsqu'on les interrompt dans les activités qui leur plaisent. Mais cette frustration peut aussi devenir de la colère. Elles peuvent aussi se mettre en colère lorsque leur objectif est bloqué par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Si ce n'est pas de la colère, ce peut être de la peur, un malaise, de l'inquiétude ou juste de la nervosité lorsqu'elles anticipent des situations qu'elles estiment comme étant potentiellement menaçantes. Il peut aussi y avoir de la tristesse, c'est une baisse globale d'énergie lorsqu'elles sont déçues ou lorsqu'elles subissent une perte. Enfin, certaines personnes peuvent ressentir un inconfort lorsque l'intensité sensorielle est élevée. Dans tous les cas, cette émotivité négative est difficile à calmer, difficile à baisser. Si on reprend ces deux composantes du tempérament, on voit qu'il peut y avoir des personnes qui possèdent une urgence élevée et une affectivité négative. Peut-être est-ce votre cas si vous souhaitez vous intéresser à des vidéos de psychologie. En tout cas, ces personnes ont tendance à exprimer davantage de frustration et de colère. Leur urgence rend leur réactivité à la menace assertive. Et ça peut devenir ce qu'on appelle des troubles externalisés, comme l'opposition, la provocation, l'agressivité, l'impulsivité.
la délinquance, l'addiction. De l'autre côté, il y a ceux qui réagissent à la menace de manière non assertive, par la peur et la tristesse principalement. Ces personnes ont une urgence très faible et une affectivité négative. Les troubles sont alors internalisés. Il peut y avoir l'anxiété, la dépression, et ça pourra donner des plaintes somatiques. On dira de ces personnes qu'elles sont hypersensibles. Après, notre tendance à être très actif ou pas, notre tendance à éprouver des émotions négatives, on se différencie de notre manière de réguler tout ça. C'est ce qu'on appelle le contrôle de l'effort ou alors le contrôle volontaire. Pour cela, il faut de bonnes capacités attentionnelles pour maintenir son attention sur ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on choisit de faire. Il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle un contrôle inhibiteur, c'est-à-dire réfréner son envie de faire quelque chose, comme jouer à un jeu vidéo ou alors traîner sur YouTube. Les personnes qui ont un bon contrôle de l'effort prennent du plaisir avec des situations qui possèdent des stimuli de faible intensité, de faible complexité ou alors qui sont familiers. Enfin, ces personnes ont une sensibilité perceptuelle très élevée, c'est-à-dire qu'elles détectent les stimuli légers et de faible intensité dans leur environnement extérieur. Au final, quand on a un bon contrôle de l'effort, on est capable d'inhiber une réponse dominante, c'est-à-dire là qui nous vient là tout de suite, qui sort de nous, pour pouvoir détecter les erreurs et pouvoir planifier une autre réponse. Avec ces trois composantes du tempérament, on peut déjà voir le profil de pas mal de personnes et peut-être que vous êtes déjà en train de cogiter dessus. C'est pour ça que la recherche s'est longtemps attachée sur ces trois-là. Mais depuis quelque temps, les chercheurs ont intégré une quatrième composante, il s'agit de l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est la jouissance positive de proximité avec autrui. Ce sont nos sentiments d'être en lien avec quelqu'un, d'être en connexion, de prendre soin de ceux que nous aimons. C'est donc une disposition générale à éprouver du plaisir en présence d'autrui. Mais ce plaisir est de faible intensité, parce qu'il ne s'agit pas des grandes bouffes avec plein d'amis, où ici, il s'agit plus d'un besoin d'activité qui est présent dans l'urgence. Non, en fait, l'affiliation, c'est ce lien intime de personne à personne. Ces composantes du tempérament ne sont pas propres à l'homme et se retrouvent bien évidemment chez de nombreux animaux. Par exemple, on observe que la peur reflète le danger présent dans l'environnement, que la colère reflète le blocage des objectifs, que l'urgence reflète les récompenses de l'environnement, c'est-à-dire le plaisir que l'on éprouve avec les choses de l'environnement. L'affiliation reflète notre adaptation aux autres. L'orientation et la sensibilité perceptuelle reflètent notre vigilance et notre réactivité aux changements dans l'environnement. Et puis le contrôle reflète une flexibilité de pensée qui permet de répondre à de nombreux objectifs, que ceux-ci soient des objectifs de sécurité, de récompense, de proximité, de vigilance, de communication, ou alors ça permet de construire des modèles mentaux de notre environnement, et puis ainsi d'apprendre et de changer de manière générale. Alors, il est une bonne question de savoir si le tempérament et la personnalité, c'est la même chose ou pas. J'avais déjà parlé de la personnalité sur la vidéo sur l'hypersensibilité et je vous encourage à la regarder pour avoir quelques notions dessus. En fait, par rapport au tempérament, la personnalité englobe un éventail plus large de différences individuelles qui sont d'ailleurs plus complexes que le tempérament puisqu'elles incluent la pensée, les sentiments et le comportement. Le tempérament impacte la personnalité dans le sens où il fournit une structure de sens à l'expérience. Par exemple, notre tempérament influe sur nos apprentissages. Un bébé qui est haut dans l'urgence recherchera toujours les mêmes sensations et sera renforcé que par des stimulations fortes. Concrètement, ça signifie que ces personnes peuvent s'ennuyer vite et n'apprennent que lorsqu'elles trouvent un intérêt à la chose. Alors, ne vous excitez pas, on préfère tous apprendre des choses qui nous intéressent, mais si on a un bon contrôle de l'effort, on peut quand même apprendre des choses qui nous bottent un peu moins. Chez les personnes à forte urgence, c'est encore plus difficile. Notre tempérament influe aussi sur la manière dont les autres se comportent avec nous. Si vous manifestez beaucoup d'émotions positives, les autres auront envie de passer plus de temps avec nous.
Lorsque vous étiez petit, vos parents avaient alors tendance à jouer davantage avec vous, et puis les liens d'attachement ont alors pu être plus forts. Si enfant, vous aviez cette urgence élevée avec un fort besoin d'activité, il est fort possible que vous ayez épuisé vos parents qui manquaient alors de patience et qui vous criaient dessus. Le tempérament façonne aussi la façon dont on interprète l'environnement et nos expériences. Les enfants qui ont un contrôle de l'effort élevé ont tendance à interpréter les situations stressantes comme juste des occasions de résoudre des problèmes challengeants, alors que ceux qui ont un contrôle faible ont tendance à ne pas se sentir capables de faire face à la situation. Vous avez compris, cela peut jouer sur la confiance en soi et ce qu'on appelle la perception du contrôle ou le locus of control. Enfin, le tempérament peut influer sur les choix concernant notre environnement quotidien. Par exemple, les personnes qui ont une émotivité négative élevée peuvent tenter d'éviter les situations menaçantes. Elles ne vivront pas ces situations et leur vie risque de se restreindre. Tout ça, ça impacte la façon dont on se voit, dont on voit le monde, la façon dont on interprète ce qui se passe et de manière globale, notre sentiment d'identité. Alors pour conclure, le tempérament est notre tendance biologique à réagir plus ou moins fort au niveau des émotions et de notre activité motrice. Cette tendance à réagir est modulée par notre capacité d'autocontrôle qui permet donc de nous adapter au monde et d'agir selon nos objectifs. Ces tendances de base impactent notre façon d'être au monde, la manière dont on interprète, dont on choisit son environnement, et puis aussi la manière dont les autres vont se comporter avec nous. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout est figé, et évidemment, il s'agit de prédisposition et non de déterminisme, et ça c'est important. Heureusement, parce que dans ce cas, les psychothérapies ne seraient pas de grande aide. Alors, comme je le disais dans cette vidéo qui apparaît là, certaines techniques thérapeutiques vont travailler sur la régulation des émotions. Ces techniques seront bien évidemment plus aidantes pour les personnes qui ont une forte réactivité émotionnelle, mais aussi elles ne changeront pas vraiment votre problème puisque les mêmes situations vont créer chez vous les mêmes émotions. C'est pour ça que d'autres techniques psychothérapeutiques s'attachent à changer l'encodage initial qui crée toujours la même émotion. C'est ce qu'on appelle en gros les schémas. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Vous savez ce pourquoi on a tendance à reproduire toujours et toujours les mêmes erreurs et à se retrouver dans les mêmes situations qui nous font souffrir. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.